Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Bon là c'est quasi fait à 99,9%. On va finir à la 9e place. C'est un maillot de Lyoldeng, hein, c'est pas un maillot de Vooch. Shout out Lyoldeng pour tout ce que tu fais pour le basket africain. On va revenir sur ça évidemment, faire un point de classement avec les matchs qui restent à jouer, etc. Mais avant ça, évidemment, on va parler du back-to-back qu'on a vécu mardi, mercredi. Euh, Avec évidemment le match numéro 1 de ce back-to-back mardi à Cleveland où, contrairement à ce que disait Joachim Noah, on y allait en vacances. On est un peu allé en vacances à Cleveland, hein, on va pas se le cacher. Kobe White, Vooch, Josh Giddey, Kevin Huerter, tous laissés au repos. Le seul dans cette liste qui a une blessure légitime, c'est Kevin Huerter. Les gars voulaient jouer. Ils ont tous été interrogés par les médias de Chicago après le match. Ils ont tous dit moi je voulais jouer. Et donc c'est pas eux qui ont décidé. Les Bulls ont fait un autre calcul. Et j'ai encore du mal avec cette histoire. On en a parlé dans la dernière vidéo, hein. Mais bon, 4 titulaires au repos. On a fait une croix sur ce match avant même de le jouer. Le match à Cleveland. En mode, de toute façon, c'est les Cavs. On le gagnera pas. Et comme je disais dans la dernière vidéo, ça m'a gonflé, surtout parce que on nous a raconté toute la saison qu'on jouait pour l'intégrité de la compétition, pour gagner tous les matchs. On tanque pas de toute la saison, même après le trade de Zach LaVine. On signe un gros mois de mars, 10 victoires, 6 défaites, avec beaucoup de matchs à l'extérieur. On se relance dans la course au play-in. On parle de la nécessité dans l'apprentissage et l'évolution de nos jeunes joueurs de jouer des matchs en jeu. C'est un match en jeu, puisque à ce moment-là, on a encore une petite chance de grimper 8e, 7e, etc. Et on fait l'impasse sur ce match pour préparer celui du lendemain contre Miami. Et perso, je me demande qui a décidé ça. Parce que quand tu regardes le match, Billy Donovan, il essaye de gagner le match. Euh, T'es mené de 20 points à la mi-temps. Première mi-temps assez exécrable, hein, bon bref. Deuxième période, il aligne Collins et Jalen Smith ensemble dès le début du troisième quart-temps pour essayer de contrer la taille des Cavs, parce qu'on sait que ça nous a toujours posé souci quand on a joué face à eux, avec Mobley avec Jarrett Allen. Et on signe un 16-0 dans le troisième quart-temps pour bien se relancer dans ce match. Pas forcément parce qu'on a aligné ensemble Collins et Smith, mais toujours est-il qu'on signe un 16-0 dans le troisième quart-temps, avec notamment un très bon Patrick Williams. Faut pas le dire trop fort parce que c'est rare quand même. Mais Patrick Williams a signé son premier match à plus de 20 points. Pas de ce mois-ci, pas de 2025, pas de cette saison, mais son premier match à plus de 20 points depuis décembre 2023. J'allais dire 2003. T'as l'impression que c'est long quand même. Ouais. Depuis décembre 2023. 18 millions la saison. Bref, on va pas refaire le truc. Mais voilà, on a quand même signé un gros run important dans le troisième quart-temps de ce match-là. On s'est relancé. On avait quand même. On est revenu à une dizaine de points, 11 points. Il reste encore un quart-temps. Tu te dis, si on continue, hein. Bon, après, forcément, on perd ce match de plus de 20 points, notamment parce que on a pris un déluge de 3 points dans tout le match, hein. Les Cavs ont shooté à 25 sur 50 à 3 points, donc 50%, dont 9 sur 15 ou 9 sur 16 dans le quatrième quart-temps pour vraiment nous plier, et au final, on a perdu d'une vingtaine de points. Ok, mais les joueurs qui étaient présents, ceux qui étaient là, euh, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Après, à la toute fin, voilà, qu'il y avait 20 points d'écart, il restait 3-4 minutes, on a fait rentrer les two-way, etc. Mais pendant plus de 3 quarts temps, même si ça n'a pas toujours été simple, ça n'a pas toujours été très fluide, etc., il y a eu des efforts de fait, il y a eu, voilà, on s'est dit, bon, ok, au moins les joueurs, ils respectent le truc. Billy Donovan, il respecte le truc. Mais donc, pour en revenir à qui a décidé de faire l'impasse sur ce match, je pense que ça vient de plus haut. Donc, c'est pas les joueurs, c'est pas le coach et son staff. C'est, je pense pas que ce soit le front office, parce que pareil, eux, toute la saison, ils nous ont martelé, voilà, on joue pour l'intégrité du jeu, etc. Mais moi, je pense que ça vient même carrément du dessus. Et c'est une théorie que je trouve pas si déconnante que ça, en fait. Évidemment, il y a des fans sur les réseaux, notamment Twitter, pour dire le père Hansdorff, il voulait son match à domicile, et il a fait le calcul pour ça.
honnêtement, je ne serais pas si surpris que ça. Je serais pas si surpris que ça. Mais je pense que voilà, il y a eu un calcul de fait pour dire, tu finis 9e, tu es assuré de jouer un match de play-in à domicile, tu vends tes places, sachant que si tu finis 8e, tu vas jouer ton match de play-in à l'extérieur, avec, si tu le perds, une deuxième chance que tu jouerais à ce moment-là à domicile, mais il y a une condition, il faudrait que tu perdes ton match. Tu vois. Alors que tu peux très bien te dire, si on monte 8e, on peut peut-être aller gagner à Orlando et se qualifier directement, prendre le 7e spot et jouer Boston. Et du coup, dans ce calcul, il n'y a pas de match à domicile. Donc là, en terminant 9e, tu t'assures un match à domicile, tu vends tes tickets, tu es content, hop, tu t'allumes ton cigare et voilà, tu as rempli ta mission. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est le meilleur calcul, sachant qu'en plus, bah, les Bulls ont un meilleur bilan à l'extérieur cette saison qu'à domicile, hein, 20 victoires, 20 défaites cette défaite à Cleveland. Euh, et puis, quand tu finis 8e, tu as un match à gagner et tu vas en playoff. Là, tu finis 9e, ok, tu as ton match à domicile, mais tu dois gagner 2 fois. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais, enfin, en même temps, quand tu connais l'historique de cette franchise et l'historique de ce proprio, est-ce que c'est si déconnant à croire comme théorie, hein? J'aimerais ne pas y croire. J'aimerais me dire non, non, quand même, non. Mais ils nous ont tellement habitués à des décisions totalement mais cheloues au fil des années, cette franchise et ce proprio, que bah forcément t'as le doute. Tu vois. J'aimerais dire non, non, c'est des conneries, c'est des conneries. Ils seraient pas capables de faire ça, mais j'en ai pas l'intime conviction, donc je vais pas raconter de conneries, et voilà quoi. Donc en plus voilà, après Billy Donovan le lendemain, conférence de presse avant match contre Miami, il te dit, c'est même lui qui prend, tu vois, il dit ouais, euh, il dit ces gars-là ils ont pas joué pour des raisons médicales, 3 matchs en 4 jours, nanana. C'est lui qui prend la foudre des médias pour une décision qui, encore une fois, ne me paraît pas être la sienne. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense vraiment que ça vient de-dessus, et qu'après après ce qu'on nous a dit toute la saison en termes de compétitivité, nanana, cette décision de mardi, elle fait aucun sens. Elle ne fait aucun sens. On a débuté ce match avec Jalen Smith, Matas, Patrick Williams, Dalen Terry et Javon Carter. On aurait dit on tankait. On aurait dit on tankait. Et donc c'est très surprenant de voir ça. Et si cette théorie est avérée, enfin, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, mais enfin, euh, si on peut croire à cette théorie, et pourquoi pas, ça montre quelles sont les priorités de cette franchise, mais encore une fois, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. On ne le découvre pas, on n'a pas découvert ça mardi, que dans les hautes sphères de cette franchise, la priorité, c'était les pépettes plus que l'aspect sportif, hein. C'est une révélation pour absolument personne, hein. On n'est pas tous tombés de notre chaise en disant oh merde, tu vois. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, bref. Mardi, donc ça c'était à Cleveland. Le mercredi, le lendemain, réception de Miami. Un match que ça fait déjà plus d'une dizaine de jours qu'on nous dit attention, ça va être le match qui va tout décider. Et là, comme par hasard, on retrouve tous nos gars. Ils sont tous en grande parfaite santé, capables de jouer, etc. Donc on récupère notre 5 de départ habituel avec Kevin Huerter, avec Kobe White, avec Josh Giddey, avec Vooch, etc. Match à fort enjeu, puisque les deux équipes se pointent au United Center avec le même bilan, 36 victoires, 43 défaites. Sachant que le vainqueur de ce match prendrait une très sérieuse option pour la 9e place, qui permettrait de recevoir l'autre équipe la semaine prochaine pour le début du play-in. Les Bulls avaient déjà le tiebreaker sur Miami et ils ne pouvaient pas le perdre sur ce match-là, parce qu'on s'est joué que 3 fois dans la saison. Les Bulls avaient gagné les 2 premiers, donc même si Miami gagnait ce match-là, ils ne prenaient pas le tiebreaker. Ils avaient juste ensuite un meilleur bilan et ils avaient juste à mieux finir la saison pour finir devant. Et donc, on arrive dans ce match-là. Billy Donovan l'a répété plusieurs fois cette saison, comme Arturas Karnichovas, qu'il était important pour les jeunes joueurs du groupe de pouvoir jouer ce genre de match avec de l'enjeu, tu vois, avec voilà, un truc au bout, tu vois, que ça t'apporte une pression supplémentaire par rapport à un match lambda de saison régulière mi-janvier ou mi-février où il se passe pas grand-chose, quoi, tu vois. C'est les aides dans leur développement de passer par ce genre de moment, et c'est vrai, c'est clair, c'est logique, tu vois, c'est normal. Mais du coup, bah, le match de mardi, c'était exactement la même chose. Et à ce moment-là, on a laissé tomber, quoi. Donc du coup, voilà, quoi. Euh, mais donc ce match de mercredi soir représentait une belle opportunité pour les jeunes
d'apprendre, de grandir dans des matchs où il y a quelque chose au bout. Et ils ont su saisir leur chance parce que le match de mercredi a été quand même une bien belle réussite sur plein d'aspects. Euh, Comme souvent, on démarre timidement quand même, hein, c'est très très rare les matchs où on démarre vraiment à fond et on est tout de suite, tu vois, on met toujours 3 4 5 minutes à, à se mettre dans le truc, sauf Kevin Horter. Lui, pour le coup, s'il y a bien un gars qui nous a maintenu dans le match au tout début, quand on a commencé à prendre un 8-0 et un 19-11 de la part de Miami, Kevin Horter, énorme. Dans ses drives, dans ses déplacements sans ballon, dans ses cuts, dans ses interventions défensives, ses luttes au rebond. On voyait que Kevin Horter sur les 4-5 premières minutes du match. Et ensuite, les autres se sont mis à le rejoindre, à hausser leur intensité et à hausser le ton défensivement, quoi. Et après, oui, après on a vu des mecs qui coupent les lignes de passe, on a vu des transitions, et surtout, balle en main, on a vu plus de mouvements, des cuts, des mecs qui attaquent le cercle. On voit Terry qui signe un bon passage en mettant 2 paniers à 3 points. Phillips et Patrick Williams qui claquent un dunk chacun. Pareil, tous les deux sur un cut bien servi, ligne de fond. Euh, et justement, c'est ce qui a permis aussi, notamment au début du deuxième quart-temps, de battre la défense de zone mise en place par Miami. Parce qu'ils se sont dit, ok, on se met en zone, on va voir s'ils ont l'adresse à 3 points pour nous battre. Sauf que les Bulls, au lieu de shooter à 3 points dans tous les sens, même s'il y a eu une ou deux possessions où ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'est assez vite adapté et mis en place. On a vu des cuts, on a vu des drives, on a vu des types qui allaient au cercle, qui profitaient des espaces laissés en plein milieu, et on a vu des bons dunks. Et derrière, Miami a modifié ses plans défensifs, on a eu plus d'espace et on a mis quelques paniers à 3 points, ce qui nous a permis de prendre le contrôle et de mener à la pause, et ensuite accentuer cette avance au fur et à mesure dans le troisième quart-temps, notamment avec un Josh Giddey, mais alors impérial, comme le pâté, impérial, fabuleux. 2 paniers à 3 points, énorme coup sur coup, assez vite dans le troisième quart-temps. Des caviars à la louche, il a trouvé des passes pour Vooch sous le cercle, mais fabuleuse. Il était déjà pratiquement en triple-double au milieu du troisième quart-temps. Spoiler alert, il l'a eu, hein. Mais on reviendra sur ça après. Et donc on va faire grimper notre avance dans le troisième quart-temps, au début du quatrième. On va prendre jusqu'à 14 points d'avance. Mais à chaque fois, Miami signe des petits runs pour se remettre dans le match. Un petit 5-0 par-ci, un petit 6-0 par-là, avec 2 gros shoots, avec un stop défensif, puis une contre-attaque, avec un rebond offensif, etc. Avec Tyler Hero qui commence à prendre de plus en plus de shoots, même si sur la fin, il va prendre des tirs un peu chelous. Euh, mais voilà, il reste un petit peu au contact et à 2 possessions, 3 possessions max, et ça reste un match qui reste quand même assez serré pendant un bon moment. Kobe White va rentrer 2 gros shoots au milieu du quatrième quart-temps, alors que jusque-là, il était particulièrement ciblé défensivement et il était assez maladroit. Il était à 1 sur 10 et après il rentre 2 shoots assez difficiles, en déséquilibre, etc., en reculant, mais ça le met en confiance pour la fin et derrière il enchaîne un peu mieux. Et puis au final, c'est Matas Bouzelis, énormissime. Lui aussi, tout le match, il a été top top. Qui va planter le dagger avec 5 points dans la dernière minute, dont un 3 points dans le corner, juste devant le banc de Miami, qui, avec tous les joueurs du banc du hit derrière lui, qui tapaient dans les mains, qui faisait du bruit, qui gueulait pour essayer de le déconcentrer. Il a switché son corner 3, il s'est retourné, genre. Voilà, ça c'était. Voilà. Il s'est retourné, genre, les gars, fermez vos gueules. Voilà. Ah, ça c'est mon rookie, ça. Quand il met comme ça, là, quand il chambre un peu, puis on sait que c'est pas le dernier pour chambrer, le petit Matas, donc si tu lui laisses l'opportunité, il va t'allumer, quoi. Et j'ai kiffé. C'était le 3 points déjà qui te scelle pratiquement le match, et puis en plus derrière le petit regard vers le banc, genre, ouais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ça, c'était très très propre. Ça, c'était très très propre. Merci Matas, j'ai vraiment kiffé ce moment-là. Et du coup, juste avant ça, tu avais Tyler Hero qui avait volé un ballon, qui partait en transition. Il aurait pu aller au lay-up tranquille, mettre son lay-up et revenir à 1 point. Il reste encore du temps derrière. Il a décidé de s'arrêter, prendre un 3 points qui est pas rentré. C'est sûr que s'il le rentre, tout le monde dit waouh. Mais voilà, sur ce genre d'action, on va assurer les 2 points, quoi. Tu vois, il reste du temps derrière en plus. Mais bon, hein, on va pas se plaindre. Au final, on s'impose 119-111 avec pas mal de belles perfs individuelles dans ce match-là. Matas, on en a parlé, 17 points, 6 sur 10, 3 sur 5 à 3 points, 4 rebonds. Gros taf défensif, il a été très très fort. Kevin Horter,
Comme je disais, dès le début du match, omniprésent. Omniprésent. Et c'est pas la première fois, on en a parlé quelques fois en vidéo, et on devrait en parler plus souvent de Kevin Huerter, parce qu'honnêtement, quel taf il fait depuis qu'il est là. Les 2-3 premiers matchs, il était pas trop là en termes de rythme, etc. Mais après la coupure All-Star, c'est festival. C'est festival. Et là, ce qu'il a encore fait sur ce match-là, mercredi soir, c'était top. 22 points, 9 sur 16 au shoot, 4 sur 9 à 3 points, 4 rebonds, 7 passes décisives. Et pareil, des passes parfois, mais somptueuses. Des fois, c'est des drive and kick, des fois, c'est des wrap-around pour trouver le mec à l'intérieur. Waouh! Non, Kevin Huerter, vraiment, vraiment, gros impact depuis qu'il est arrivé. On parle souvent de Trey Jones, qui était évidemment excellent. Mais c'est vrai que Kevin Huerter, il passe un petit peu derrière, on n'en parle pas trop, mais vraiment, faut le signaler parce qu'il a fait des trucs super intéressants. Vooch frôle le triple-double, 20 points, 9 sur 15, 11 rebonds, 8 passes, 2 interceptions. Josh Giddey, lui, claque le triple-double, c'est son 7e de la saison, le deuxième contre Miami, avec 28 points. 11 sur 19 au shoot, 3 sur 6 à 3 points, 16 rebonds, 16 rebonds, 11 passes décisives, 2 interceptions, 3 contre. Masterclass. Masterclass. Des shoots, mais des flotteurs somptueux, tous des shoots pris à bon escient, dans le rythme, pas des trucs forcés parce que y a pas d'autre solution autour. Tout hyper fluide, tout voilà, orchestré de main de maître, maestro. Franchement, chapeau de Josh Giddey, c'était une super perf. Et, et même défensivement, il a fait des trucs, voilà, comme des 3 contre, dans les stats, mais aussi, tu vois, pour essayer de bloquer les types qui partaient au cercle, essayer de mettre son corps en opposition. On a vu des hustle play. Même Vooch, le mec, il s'est jeté au sol, récupérer des ballons. Non, franchement, top. Et tu vois, donc ces 4 titulaires qui ont fait des gros matchs, ça permet de cacher, voilà, un Kobe White qui passe un peu à côté niveau adresse, 5 sur 14 au shoot, même s'il finit avec 17 ou 18 points. Mais c'est vrai qu'il a été, on va dire, un peu ciblé par Miami, mais les autres ont assuré pour faire en sorte que ça impacte pas négativement les Bulls. Et donc ça a été, c'était très fort. Que les 4 autres titulaires aient su gérer sans que Kobe White ait besoin de sortir un match énorme, c'est très propre. Et même le banc a été productif enfin pas beaucoup sur le plan statistique justement, parce qu'ils ont cumulé que 14 points à 4 ou 5 joueurs, mais il y a eu un gros impact défensif. Il y a les petits trucs qu'on voit pas dans les stats, comme tu vois, les box-out, les close-out défensifs, voilà, des trucs comme ça. C'était très bien fait par Terry, notamment par Collins aussi, qui a fini avec 0 points, mais qui a pris des bons rebonds, qui a fait plein de bonnes choses. Donc voilà, même avec un banc qui n'inscrit que 14 points et un Kobe White maladroit, les autres ont été capables de compenser. Et voilà, c'est la force collective de cette équipe. Et au final, on colle un sweep à Miami cette saison, 3-0, bam. Et on est quasiment assuré de terminer 9e. Parce que cette nuit-là, donc il y a quelques heures, Atlanta est allé gagner à Brooklyn avec 38 points de Zachary Rizaché, soit encore en carrière. Ils ont gagné assez largement à Atlanta, hein, parce que bon, les Brooklyn Nets sont déjà en vacances, il manquait la moitié de l'équipe, blablabla. Et donc, à l'heure où on fait cette vidéo, vendredi matin, il reste 2 matchs pour chaque équipe. Les Bulls, Atlanta, Miami, Orlando. Mais bon, Orlando, c'est mort. Ils ont à 40 victoires, 40 défaites. Eux, ils sont sûrs d'être 7e. Ils peuvent pas monter 6e. Ils peuvent même plus descendre 8e. Eux, ils sont sûrs d'être 7e. Eux, c'est fait. On peut plus les rattraper, c'est mort. Les Hawks, ils sont en 38-42 avec cette victoire de cette nuit. Nous, on est en 37-43. Donc, une seule victoire d'écart. Mais Atlanta possède le tiebreaker parce que sur la saison, on a fait 2 victoires de défaite face à eux. Et le truc ensuite pour décider, c'est le bilan face aux équipes de la même conférence. Et sur ça, Atlanta est au-dessus de nous. Et avec cette victoire en plus cette nuit contre Brooklyn, on ne peut plus les rattraper. On peut au mieux faire égalité avec eux, mais ça ne suffira pas pour le tiebreaker. La seule manière maintenant pour les Bulls de passer 8e et dépasser Atlanta, c'est de gagner les 2 matchs qui nous restent. Ce soir contre Washington et dimanche à Philadelphie, pendant que les Hawks perdent leurs 2 matchs. Ce soir à Philadelphie et dimanche contre Orlando. Si Atlanta gagne un seul de ces 2 matchs,
Ils sont sûrs d'être 8e. Et nous, c'est fini. Même chose pour la 10e place. Il faudrait, pour qu'on descende 10e, qu'on perde nos 2 matchs, pas un seul, les 2, et que Miami gagne ces 2 matchs pour nous repasser devant et avoir un meilleur bilan. Donc, dans les 2 cas, monter 8e ou descendre 10e, ça paraît quand même très, très, très improbable. Très, très, très improbable. Parce que les scénarios sont trop, trop compliqués. Enfin, c'est pas qu'ils sont compliqués, mais il y a quand même très, très peu de chances que ça arrive. Donc, on est quasiment assuré à 99,99% d'être 9e et de recevoir donc le Heat ou United Center mercredi prochain, comme on a fait mercredi dernier. Derrière, donc voilà, on a quasiment sûr notre match en play-in à domicile. Donc Jerry Reinsdorf a dû s'allumer un cigare en pensant à tous les tickets qu'il va vendre pour ce match-là. Et donc en cas de succès, mercredi prochain à domicile contre Miami, le vendredi, on irait jouer notre match face au perdant du match 7-8 entre Orlando et Atlanta. Donc on irait soit Orlando, soit Atlanta. On a déjà gagné Orlando cette saison. On a déjà gagné Atlanta cette saison. C'est des match-up, surtout Atlanta, qui nous conviennent plutôt bien. Si tu passes ça, dimanche, match 1 des playoffs à Cleveland. Eh, pourquoi pas? On peut se mettre à rêver, hein. Après tout, c'est gratuit, profitons-en, hein. Mais bon, on va déjà voir les 2 matchs qui nous restent, sachant que ce soir, donc, euh, on reçoit Philadelphie et Atlanta joue. Non, on reçoit Washington et Atlanta joue à Philadelphie. Si Atlanta gagne ce match, bon, bah, il n'y a plus de calcul, c'est terminé. Atlanta finit 8e, on est 9e. Et si nous, en plus, on bat Washington qui s'en fout totalement, bon, bah voilà, le classement est fait. Il y a plus d'enjeu pour le dernier match de dimanche. Où là, pour le coup, ça aurait du sens de faire tourner, de mettre des gars au repos, les Kobe White, les Kevin Porter, etc. Là, pour le coup, d'accord, il n'y a plus rien à jouer, le classement il est figé, c'est mort. Ok, très bien, là tu fais tourner. Ok, on va déjà voir comment ça va se dérouler ce soir, mais bon, vu les équipes qui sont en face, voilà, il y a quand même. C'est assez improbable que Washington vienne gagner au United Center. C'est très improbable que Atlanta aille perdre à Philadelphie. Une toute petite chance. Mais ça reste quand même. Je pense qu'on va finir 9e et qu'on va affronter Miami mercredi, United Center pour le premier match du play-in. Évidemment, on va voir, on va observer ces 2 matchs et voir ce qu'on peut en déduire. 2 petites choses avant de terminer cette vidéo. Taj Gibson a disputé mercredi soir son 1000e match NBA dans sa 17e saison. Il est actuellement avec les Charlotte Hornets. Il en a joué 562 avec les Chicago Bulls qui l'ont évidemment drafté avec un pick en fin de premier tour. C'est un des meilleurs choix de draft de l'histoire des Bulls, honnêtement. Il y en a eu des meilleurs, hein, évidemment. Mais si tu fais une tier list, si tu fais genre, je sais pas, un top 10, Taj Gibson il est là, quoi. T'as Jimmy Butler en 30 aussi, mais t'as quand même Taj Gibson en pick 22. C'est pas dégueulasse, quoi. Du tout. Le mec a été extraordinaire toute sa carrière aux Bulls et partout où il est passé après, quand on l'a tradé au OKC, quand il est allé à Minnesota, quand il est allé à New York, etc. Enfin, partout où il est passé, le mec, ça a été top, top du top. Il est apprécié par tout le monde. Vrai bon gars, vétéran, hyper respecté dans toute la ligue. Juste chapeau. Taj Gibson, c'est le sang. Bravo. Bravo à Taj Gibson. 1000 matchs en NBA. Il y a à peine plus de 150 joueurs dans l'histoire de la ligue qui ont réussi cet exploit. Il en fait partie. Franchement, top. Bravo, bravo, bravo Taj Gibson. Je pense qu'il n'y a pas un fan des Bulls qui peut dire j'aime pas Taj Gibson. Ou alors t'es vraiment fêlé, mon gars. Parce que je vois pas. Enfin, Taj Gibson, il représente tellement cet état d'esprit Bulls combatif, lâche rien. Tu vois, qui y va, tu vois, qui recule devant rien, qui a joué avec des blessures, qui est toujours un état d'esprit parfait, collectif, qui est jamais pour sa gueule. Taj Gibson, quoi. Taj Gibson. Magnifique. Donc ça méritait un petit hommage quand même, parce que 1000 matchs en NBA, c'est pas anodin. Et comme je disais, il y a 152, je crois qu'il est le 152e à le faire. C'est pas donné à tout le monde, c'est une sacrée longévité. Et le mec, voilà, il a très très peu raté de match pour blessure ou quoi. Donc, et puis voilà,
hyper respecté dans tous les vestiaires où il est passé, un putain de leader et tout, donc grand coup de chapeau à Taj Gibson. Et dernière chose, euh, moment assez fort mercredi en avant-match au United Center face à Miami, quand Lonzo Ball a rencontré les parents de la personne euh, dont le ménisque a été greffé à Lonzo Ball en 2003. Donc on se rappelle qu'à l'époque, en 2023, pourquoi je dis 2003, j'en sais rien, mais en 2023, on se rappelle que Lonzo Ball avait déjà subi 2 opérations à son genou gauche, qu'il ressentait toujours des douleurs, qu'il disait lui-même qu'il avait du mal à monter l'escalier sans ressentir des douleurs. Et on avait annoncé à ce moment-là qu'il avait besoin d'une opération de la dernière chance, où il allait subir une greffe de ménisque à son genou gauche. Et c'est cette opération qu'il a subie en septembre ou octobre, enfin fin septembre, début octobre 2023, qui a permis ensuite voilà, qu'il ait pu jouer cette saison, qu'il a pu revenir, qu'il ne ressent pas de douleur, et il n'y a eu aucune rechute au niveau de son genou. Il a eu des blessures, il a loupé des matchs, mais c'est son poignet, ça à aucun moment son genou, il a dit je ressens des douleurs parce que j'ai joué 4, 5, 6 matchs là. Son genou, il est nickel. Euh, les 2 premières opérations n'avaient pas résolu son problème. Celle-ci a été la bonne. Et en fait, ce ménisque qu'il a reçu vient d'un gars qui s'appelait Alex Reinhardt, qui malheureusement a mis fin à ses jours en février 2023. Et un peu pour aider à faire le deuil de tout ça, ses parents, qui sont tous les deux dans la médecine à différents niveaux, mais qui bossent dans le secteur médical, ont contacté Lonzo Ball, etc., quand ils ont su qu'il avait besoin d'une greffe de ménisque, et ont proposé de donner celui donc de leur fils Alex. Et la greffe a marché, Lonzo est revenu, il a joué à NBA cette saison, il a joué 35 matchs si je me souviens bien, et donc les Bulls ont invité toute la famille au match de mercredi, et Lonzo Ball est allé les voir, etc. Et pour les parents, voilà, comme je disais, c'est une manière pour eux de faire quelque chose de positif avec la nouvelle tragique de la disparition de leur fils. Et donc voilà, ça les a aidés à faire le deuil. Et donc ça a été une scène hyper touchante avant le match quand Lonzo Ball est allé les voir et a discuté avec eux. Donc euh, voilà, il fallait en parler parce que ça permet de finir la vidéo sur une note extrêmement positive, et c'est une belle histoire, quoi. C'est une belle fin, en tout cas, à cette histoire qui avait évidemment très mal débuté, et pour Lonzo Ball et pour cette famille, avec la disparition de leur fils qui avait 20 ans, quoi. Donc, histoire assez dingue, mais voilà, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire, donc voilà, je voulais quand même en parler, ça permet de finir les vidéos sur une note positive et super sympa. Donc voilà, ce soir, on reçoit Washington, dimanche, on va à Philadelphie, probablement en étant assuré de finir 9e officiellement à 100%, et on va peut-être probablement faire tourner dimanche, on va reposer les types. Match à 19h dimanche, donc voilà, ça permet de terminer la saison tranquille, et après euh, passer au play-in, et qui sera donc très certainement mercredi face à Miami au United Center. Voilà, donc Jerry est content, tous les Bulls sont contents, et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à gagner ce match-là et enchaîner derrière. Donc on se retrouve, je pense, lundi ou mardi pour parler du match du play-in, voir les 2 matchs là qu'on a fait pour terminer la saison régulière, et puis se pencher sur ce match-up qu'on aura en play-in mercredi face à Miami, et voir comment on peut euh, maximiser le fait qu'on les a battus 3 fois en 3 matchs cette saison, et comment on peut faire la même chose mercredi et poursuivre l'aventure. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, Go Bulls.